Maintenant, je vais vous présenter les propriétés des principales fractions tirées du pétrole. Le pétrole est une substance qui se trouve dans la Terre et qui est un liquide brunâtre, noirâtre, formé d'un très grand nombre de molécules différentes qui toutes contiennent du carbone et de l'hydrogène. Les molécules qui sont dans le pétrole vont de 1 carbone à un nombre très élevé de carbone. Dans les raffineries de pétrole, on distille le pétrole et on le sépare en ces différentes fractions qui vont de C1 à environ C30 et que je vais vous présenter ici. Il y a le méthane, qui est le gaz de ville, dont je n'ai pas ici d'échantillon, qui est en C1, C2 non plus, C2H6, mais par contre le C3 et le C4, C3 le propane, se trouve le gaz propulseur de ce genre de spray, et le C4, le butane, se trouve le gaz qu'on enflamme dans les briquets d'une part ou dans les butagaz ici. Suit par ordre de poids moléculaire croissant et aussi par ordre de point d'ébullition croissant, les fragments C6, l'hexane, C7, C8, la fraction hexane C5, C6, l'essence qui est un mélange d'hydrocarbures C7, C8, C9, C10, le kérosène qui est un ensemble d'hydrocarbures de C11 à C15, puis suit ce qu'on appelle l'huile de vaseline qui est un mélange d'hydrocarbures de C18 à C22, et pour finir, la cire de bougie qui est de C22 à C30. Toutes ces fractions sont incolores alors que le pétrole est coloré. Pourquoi? Parce que la seule partie colorée du pétrole, c'est les fragments qui contiennent un nombre élevé de carbone, supérieur à 30, qui forment ce qu'on appelle le goudron, qui est la dernière partie que l'on ne distille pas, qu'on recueille au bas de la tour de distillation ou de la tour de raffinerie. Le goudron qu'on répand sur les routes et qui lui est noir, qui colore l'ensemble de toutes les autres fractions dans le pétrole brut. Voilà, nous allons montrer ici les propriétés de deux hydrocarbures C3H8, le propane, et C4H12, le butane, qui sont tous deux des gaz à température ordinaire, mais qu'on conserve liquéfiés sous pression pour les usages techniques auxquels on les destine. Le propane est plus vite vaporisé que le butane, et nous allons le montrer ici à l'aide de ces démonstrations. Le butane va être le moyen de chauffage utilisé pour faire démarrer la réaction. Il est comprimé dans une bouteille dibutagaz, et quand j'enflamme ce bec Bunsen, j'enflamme du butane. C'est exactement la même flamme qui se dégage dans un briquet, seulement il y a beaucoup moins de matière. La flamme d'un briquet, c'est aussi du butane qui est légèrement comprimé et qui s'évapore et qui brûle au contact de la pierre à briquet. Et maintenant, le propane sert d'agent propulseur dans les sprays, comme celui-ci qui est un spray pour propulser une laque du commerce, une laque à cheveux. On utilise du propane et on y dissout la laque. Et j'aimerais vous montrer que ce propane brûle très bien, mais que ça peut être dangereux selon les circonstances de l'inflammation. Si je dirige le spray directement dans la flamme, il s'enflamme, le jet de gaz s'enflamme, le jet de propane qui devient gazeux au sortir de la bombe du spray s'enflamme, mais ça fait un effet qui est assez important, comme vous allez voir. On croirait un effet de lance-flamme. Ce n'est pas dangereux, la flamme ne remonte pas à l'intérieur du spray, et c'est la propriété de former uniquement du gaz carbonique et de la vapeur d'eau. La laque qui est comprise, qui est dissoute dans le propane, brûle en même temps que le propane propulseur.
Bon, j'aimerais montrer ici que la combustion des hydrocarbures, du butane en particulier, puisque c'est le bec qui brûle ici, dégage de la vapeur d'eau et du gaz carbonique si elle est bien menée. Alors, pour ce faire, j'utilise un ballon sphérique, un ballon vert, que je vais recouvrir au-dessus de la flamme. Ainsi. La flamme brûle, mais elle s'éteint. On voit qu'au bout d'un court instant, elle ne brûle plus. Par contre, on distingue qu'il y a de la buée qui s'est formée à l'intérieur du ballon, parce que le ballon devient légèrement translucide, légèrement opaque. Il y a de la buée. Je récolte le gaz qui est dedans, et il s'est éteint parce qu'il n'y avait plus d'oxygène. Qu'est-ce qu'il y a à la place de l'oxygène? Il y a du gaz carbonique. C'est ce qu'on dit, mais il faut maintenant le montrer. Pour le montrer, on utilise un réactif qui est l'eau de chaux, qui est une solution d'hydroxyde de calcium, CaOH2 fois saturé, qui est à peu près 0,022 molaires, qui est dans ce flacon brun et dont on ne voit pas très bien de loin les propriétés. Si j'en prends un peu dans ce tube en verre, dans cette éprouvette, ainsi, on voit que la solution n'a rien de particulier, elle a l'air limpide, exactement comme si c'était de l'eau. Ça n'est pas de l'eau, c'est de l'eau de chaux. Si je prends, et je vais le montrer, si je prends mon récipient qui contient maintenant du gaz carbonique et que j'y verse l'eau de chaux en question, là, à court instant, je perds évidemment un peu de gaz, mais si j'agite, naturellement que la buée s'élimine, mais on devrait voir que la solution se trouble. La solution n'est plus limpide comme avant, elle est au contraire crayeuse, comme s'il y avait un dépôt blanc qui s'est formé. Il s'est effectivement formé un dépôt blanc. Ce dépôt blanc, c'est du carbonate de calcium, calcaire ou chaud selon l'origine du produit, mais c'est toujours du carbonate de calcium qui s'est formé. C'est un produit insoluble, blanc, qui est formé aux dépens de CaOH2 fois, dissous dans l'eau de chaux. Nous allons démontrer ici l'inflammation, la combustion des principales fractions liquides extraits du pétrole. Il s'agit donc, je le répète, de l'hexane, fraction hexane, qui est un mélange d'hydrocarbures C5, C6, l'essence, mélange d'hydrocarbures de C7 à C10, le kérosène, plus lourd, de 11 à C15, l'huile de vaseline de 16 à 22 et la cire de bougie, qui n'est pas encore un liquide, qui fondra bientôt, plus grand que 22 carbone, de 23 à 30. Pour les enflammer, je vais utiliser des petites capsules en porcelaine, comme vous en voyez une ici qui est pour l'instant nue, mais je vais les recouvrir d'aluminium de ménage, pour une raison fort simple, c'est que c'est plus facile pour moi de les nettoyer après, si je les recouvre à l'avance avec de l'aluminium. C'est ce que je fais ici avec l'une de ces capsules, dont je vais montrer comment je m'y prends. Là, on les recouvre d'aluminium de manière artisanale. Et voilà, on a ainsi, les trois autres sont prêtes, 3 capsules prêtes à recueillir un peu de ces liquides, de ces hydrocarbures que je vais enflammer tout à l'heure. Alors, je commence par l'huile de vaseline, qui est la fraction la plus lourde. Que voilà, j'en ai pris un peu. La quantité précise n'importe pas beaucoup. Le kérosène, j'en prends aussi un peu. La quantité, là encore, la quantité n'importe pas beaucoup. L'essence, qu'on appelle parfois aussi benzine en Suisse, et la fraction hexane qui est la fraction la plus légère, qu'on appelle parfois éther de pétrole. Là voilà. Ces 4 hydrocarbures brûlent très bien à l'air, comme je vais vous le montrer.
Par contre, celui-ci ne brûle pas. Mais l'allumette qu'on y trempe maintient la flamme. L'huile de vaseline, pareil. Non, il faudra une ici. Voilà, ça fait mèche. Vous voyez que la flamme produit du carbone. La flamme n'est pas très bien menée parce qu'elle dégage beaucoup de fumée noire, donc de charbon. C'est la preuve qu'il y a du carbone dans l'essence et dans la fraction hexane. On voit que la flamme ici est plus importante que là, parce que l'hexane est plus volatile que l'essence. Tous les deux sont très volatiles, mais quand même, la première est plus volatile, elle s'évapore plus vite, ça brûle de manière plus importante. Celle-ci s'est déjà éteinte, et on voit qu'il y a à l'intérieur un dépôt noir qui est du carbone, qui est encore une fois la preuve que la combustion n'a pas été très bien menée. Là, il y a aussi du carbone, qui est aussi la preuve que la combustion n'a pas été très bien menée, qu'il manquait d'oxygène. C'est normal, l'oxygène doit pénétrer à l'intérieur de cette capsule pour faire brûler l'essence, et le contact n'est pas très bon. J'ai encore allumé le dernier fragment, c'est-à-dire la bougie, qui est une combustion qui est tellement banale que ça ne vaut pas la peine d'en parler. Tout le monde a déjà enflammé des bougies. Mais juste à titre comparatif, je vais vous montrer comment se fait cette combustion. L'intéressant, c'est que le kérosène ou le pétrole lampant qui est là brûle, mais voilà, maintenant, il s'enflamme tout seul. Il faut, pour que le pétrole s'enflamme, pour que le kérosène s'enflamme, il faut atteindre une certaine température. Mais ça dégage beaucoup de carbone. On voit que la molécule a beaucoup plus de carbone. La fumée noire qui s'échappe est plus importante que dans les cas précédents. Pour éviter de noircir la salle dans laquelle je fais cette expérience, on a avantage à éteindre la flamme pendant qu'elle se déroule, simplement en empêchant l'arrivée d'air avec une assiette que j'utilise ici et que je dépose par-dessus. Ainsi, la flamme s'arrête. Et par là même, le dégagement de charbon qui pourrait être éventuellement gênant, voire nocif. Voilà, on voit que le pétrole maintenant se met à distiller. Il sort de la fumée de la capsule qui est chaude pendant un court instant, pendant la fin de cette expérience. Voilà, la dernière partie, c'est l'huile de vaseline, qui, lorsqu'elle est impure, s'appelle mazout. Elle brûle, comme vous le voyez, mais bon, pour l'enflammer, pour atteindre le point clair que nous avons atteint, sans trop de peine ici avec le kérosène, avec l'huile de vaseline qui a davantage de carbone, il faudrait atteindre une température bien plus élevée. Et c'est pas possible avec les moyens du bord ici d'y parvenir. Donc, cette huile de vaseline brûlera un peu comme une lampe à huile qu'utilisaient nos ancêtres de la préhistoire. Il faut une mèche pour la faire brûler. Exactement comme la bougie, sauf que la bougie, elle est solide, elle doit d'abord fondre. Ce qu'elle fait dans la petite cupule qui est sous la mèche, et c'est la même type de combustion. Le liquide imbibe la mèche, monte dans la mèche et brûle de la même façon dans un cas comme dans l'autre. Ici, j'aimerais montrer le principe du moteur à explosion. Le moteur à explosion, c'est le principal élément qui met en marche une voiture. Dans une voiture, on a des cylindres dans lesquels on injecte de l'essence qui brûle, ou plutôt qui explose, et qui pousse un piston, lequel met en marche les roues. Ici, je n'ai pas de véritable cylindre, mais j'ai un récipient qui est une ancienne boîte de café en verre d'à peu près 1 litre. 1 litre, c'est 1000 cm3, c'est-à-dire grosso modo la cylindrée d'une voiture ordinaire. Pour montrer comment le moteur marche, on injecte de l'essence dans ce moteur, et par essence, j'entends le mélange des hydrocarbures qui est vendu dans le commerce sous le nom d'essence ou de benzine, qui contient
un mélange complexe de molécules, mais dont la plus importante est l'octane. Octane veut dire 8 carbones. Voilà la molécule d'octane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbones. Les autres sont des atomes d'hydrogène. 8 carbones, c'est l'octane. C'est le plus important. Tout le monde connaît le problème de l'indice d'octane. Bien, je vais maintenant prendre de l'essence, mais dans un moteur, on l'injecte avec un injecteur dont je n'ai pas ici d'échantillon à disposition. Par contre, j'ai une petite seringue qui pourra faire l'effet, une petite seringue d'1 millilitre qui va me permettre de prélever un peu d'essence de ce réservoir. Alors, allons-y, prélevons avec cette seringue, prélevons un peu, là. Je vais injecter maintenant quelques gouttes d'essence dans le cylindre, mais il faut encore remarquer que le cylindre est fermé par une rondelle, qui est une rondelle de bière, percée dans un trou central. Et cette rondelle de bière permet de laisser entrer le gaz qui va brûler, donc l'essence. Et il va servir de piston. C'est dans un vrai cylindre, c'est le piston qui est poussé par la combustion, par l'explosion de tout à l'heure, et qui met en marche les roues par l'intermédiaire d'une bielle. Alors, j'ai injecté un peu de gaz. Il en faut très peu pour ce récipient qui a à peu près 1 litre de volume. L'expérience montre qu'il faut à peu près 4 gouttes. Alors allons-y. 1, 2, 3, 4. Bon, j'en mets 5. Ça va aussi, c'est pas très critique. Maintenant, il faut que le gaz s'évapore. Normalement, dans la pratique, le gaz s'évapore tout de suite. Mais ici, ce n'est pas un bon carburateur que j'ai à disposition, puisque c'est cette simple seringue. Il faut que j'attende que le liquide veuille bien s'évaporer. On n'a pas de sécurité pour savoir si vraiment il est évaporé ou non. Mais bon, je pars de l'idée que c'est le cas. Maintenant, il faut faire démarrer, exploser le mélange essence-air. Pour le faire exploser, il faut une bougie dans un cylindre de voiture. Moi, je n'ai pas de bougie. Par contre, j'ai une allumette. Alors, je vais allumer une allumette. Et quand je la laisse tomber, enflammée par le trou, elle va enflammer le mélange essence-air qui se trouve à l'intérieur. Allons-y. Et vous avez vu, ça repousse le piston un peu vers le haut. C'est le fameux mouvement moteur qui met en marche les roues. On voit très bien qu'il s'est formé de la buée parce que le cylindre est devenu légèrement opaque. Il n'est pas aussi transparent que tout à l'heure. Donc cette buée, c'est de l'eau. Ça prouve que la combustion, comme tout à l'heure, tous les hydrocarbures, dégage de l'eau. Si on veut répéter l'opération, il faut ouvrir le bocal et puis attendre que les gaz de combustion veuillent bien sortir. On ne sait jamais quand le gaz carbonique est parti, ainsi que la vapeur d'eau, mais on se rend à peu près compte en considérant que la buée, le moment où la buée a disparu. Ça devrait à peu près être le cas maintenant. Voilà. Quand je fais cette démonstration en classe, immanquablement les élèves demandent de refaire. Et puis je leur dis toujours, on pourrait le refaire avec plus ou avec moins d'essence. J'ai jamais eu de demande de faire avec moins, mais par contre avec plus, toujours. Ce qui fait que très naïvement, je réponds, ah bon, faire avec plus combien? Alors, on va re-remplir la seringue de tout à l'heure, comme ça. Et puis, je demande en classe, vous voulez 5, 6, 7? Alors, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puis les élèves. Non, plus, ouais, non. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En général, je vide la seringue. 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, j'ai mis 20 gouttes à l'intérieur. Et puis, bien sûr, ça fait beaucoup de liquide. Et il faut un moment
on voit que le liquide ruisselle à l'intérieur du récipient en verre. Il faut un bon moment pour que le liquide s'évapore. Ça fait rien, on attend. On va toujours en maintenant le pouce sur l'ouverture pour que le gaz ne s'échappe pas trop, on en perd un peu, mais le moins possible. Et puis vient le moment où tout est évaporé, où on peut essayer de voir ce qui se passe. Quand on enflamme, à ce moment-là, les élèves se cachent au fond de la classe parce qu'ils croient que ça va être une super explosion. Ça va être une grande déception parce que, vous allez le voir, il n'y aura pas d'explosion du tout, ou presque pas. Mais le gaz brûle, comme avec Bunsen. Il n'y a pas eu d'explosion du tout. Pourquoi? Alors les élèves se perdent en conjecture, mais la raison est fort simple, c'est que quand le gaz s'est évaporé, quand l'essence s'est évaporée, j'en ai mis beaucoup, elle prend beaucoup de place, les gaz prennent en gros 1000 fois plus de place que les liquides, mais 10 ou 20 gouttes d'essence ont chassé tout l'air qui était à l'intérieur en s'évaporant, ce qui fait qu'il n'y avait pratiquement plus que de l'essence vaporisée, donc la vapeur d'octane, et plus d'air, ce qui fait que pour brûler, il faut absolument que cette vapeur d'hydrocarbures aille chercher de l'oxygène dans l'air, elle sort en brûlant, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est exactement comme la flamme d'un bec Bunsen. Seulement, c'était une flamme due à la vapeur d'essence qui n'était pas en mouvement, tandis que dans un bec Bunsen, le gaz est en mouvement. J'aimerais vous présenter ici une antiquité qui était le moyen utilisé par nos arrière-grands-pères et grands-mères pour éclairer le soir chez eux quand il n'y avait pas encore l'électricité à la maison. Il s'agit d'une lampe à pétrole qui est formée d'un réservoir métallique contenant du pétrole, donc du kérosène, qui brûle pour autant qu'il y ait une mèche pour le faire brûler. La mèche arrive jusqu'à ce niveau où on peut l'enflammer et on la recouvre avec un verre de lampe, comme vous allez le voir dans un instant. Premièrement, on enflamme le pétrole. Il se forme une petite flamme assez modeste, qui a un désavantage, c'est qu'elle a tendance à fumer, à former du charbon, du carbone. Pour éviter la formation de charbon, on recouvre par un tube de verre qui laisse passer l'air par la base et qui active un petit peu, ou pas beaucoup, qui active un petit peu la flamme, qui la rend un peu plus lumineuse et surtout qui évite qu'elle produise trop de charbon. Voilà, c'est à l'intention de ceux qui ne connaissaient pas ce moyen d'éclairage utilisé il y a fort longtemps, donc du temps de nos arrière-grand-mères. Voilà, nous allons montrer ici quelques propriétés relatives à l'hydrogène. L'hydrogène, H2, est un gaz léger qui s'enflamme et qui s'enflamme facilement, exactement comme le gaz de ville. J'ai une bouteille en dessous de cette table qui donne de l'hydrogène dans ce petit tube. Si je l'enflamme à l'air, nous allons montrer qu'il brûle comme je viens de le dire. Il suffit d'ouvrir la bouteille d'hydrogène et on voit une petite flamme légèrement colorée en jaune. C'est pas très visible, mais elle dégage de la vapeur d'eau. Ce qu'on peut voir, ça fait de la buée, comme ça. H2 plus O2 produit de l'eau, H2O, qui, lorsqu'on ne le voit pas lorsqu'elle sort de la flamme, elle est sous forme de vapeur, mais lorsqu'on la refroidit sur une plaque de verre, elle se condense et forme de la buée.
Ceci dit, l'hydrogène est un gaz qu'il faut produire et qu'on extrait de composés hydrogénés. Le plus connu est l'eau, mais il y a aussi les acides. J'aimerais montrer les deux réactions. Comment est-ce qu'on sort l'hydrogène des acides et de l'eau? Des acides, par exemple, on prend, je vais le faire dans ce petit récipient, on prend du zinc ou finalement n'importe quel métal. Le zinc se vend sous forme de petites plaquettes, comme ce que j'ai ici entre les mains, que je mets dans l'Erlenmeyer en question. Et si on met un peu d'eau, tout d'abord, simplement pour mouiller le zinc, et qu'on ajoute de l'acide, et n'importe quel acide va très bien, mais l'acide chlorhydrique que j'ai apporté ici, HCl, va fort bien en particulier. Il y a une réaction qui se produit, qu'on va voir rapidement, quand je verse l'acide sur mon récipient. Voilà, il se dégage des bulles, et ces bulles, c'est de l'hydrogène. L'hydrogène s'enflamme, on va pouvoir le prouver, c'est facile à faire. Vous avez entendu comme une espèce de petit bruit de tempête. C'est la flamme d'hydrogène qui a été aspirée. Et maintenant, elle se maintient ici. On ne voit pas très bien. La réaction avance jusqu'à ce que le zinc ou l'acide soit épuisé. Il se forme donc de l'hydrogène et du chlorure de zinc. Une autre façon de se procurer de l'hydrogène, c'est de l'extraire de l'eau. L'eau H2O contient l'hydrogène. Ce n'est pas très facile. On peut le faire par électrolyse ou on peut le faire par l'action d'un métal extrêmement réactif comme le sodium. J'ai ici un flacon de sodium qui contient une barre de sodium que je vais sortir, mais le sodium réagit très vivement tant avec l'eau qu'avec l'air aussi, ce qui est une propriété indésirable ici. C'est pour ça qu'on est obligé de le conserver à l'abri de l'air et à l'abri de l'eau. Ici, il est conservé sous pétrole. Sous pétrole, c'est-à-dire dans ce flacon qui est lui-même rempli de pétrole, et maintenant, en le prenant avec les doigts, je m'imbibe de pétrole. À l'air, qu'on le veuille ou non, le sodium se recouvre d'oxyde de sodium qui est gris, blanc. Comme c'est un métal, mais un métal mou, on peut découper dans cette barre de sodium, oxydé en surface, un peu de métal sodium. Puis on peut voir qu'il est à ce moment-là brillant comme du métal, mais il ne va pas le rester longtemps. Dès qu'il est quelques instants à l'air, la surface brillante du sodium se ternit parce qu'elle s'oxyde, se recouvre de la même couche d'oxyde qu'elle a. C'est ce qu'on va voir. Je vais couper tout de même une tranche de sodium et pendant quelques secondes, on verra qu'il est brillant, mais ça ne va pas durer longtemps parce que, qu'on le veuille ou non, on l'expose à l'air. Je vais donc couper un petit peu de sodium, une tranche, comme ça, et vous voyez, j'espère qu'il est brillant. Il est déjà, l'effet brillant est déjà passé, il est déjà oxydé. On ne peut pas faire autrement que de constater l'oxydation, on ne peut pas travailler autrement qu'en présence, au contact de l'air. Je remets l'excès de sodium dans le flacon et je vais travailler avec ce tout petit bout que j'ai éliminé. J'ai ici une tranche de sodium qui réagit donc, comme je l'ai dit, violemment avec l'eau. Je vais en couper encore un plus petit bout, vraiment une très petite quantité, pour montrer que le sodium réagit avec l'eau, mais réagit si violemment qu'il n'arrive pas à pénétrer dans l'eau. Si on le verse dans le petit flacon, le petit récipient qui est un cristallisoire ici plein d'eau, il réagit vivement, mais il produit de l'hydrogène. Le sodium chasse l'hydrogène de sa molécule et forme du gaz H2. On le voit, il flotte à la surface. Il se promène un petit morceau de sodium comme si c'était un petit bateau. Il est plus lourd que l'eau, mais il est maintenu en suspension par l'hydrogène qu'il produit au contact de l'eau. L'hydrogène peut s'enflammer. On va essayer de le montrer.
Ça forme une toute petite flamme jaune. Je ne suis pas sûr qu'on le voit. Je vais peut-être prendre un peu plus de sodium pour montrer la chose. Ainsi, si je prends un petit morceau de sodium, et un plus grand morceau de sodium, voilà, cette fois, on le voit, il est plus gros, il flotte à la surface de l'eau, je vais pouvoir enflammer sodium qui forme, l'hydrogène, pardon, qui forme une toute petite flamme jaune qui ne dure pas longtemps. On dirait que le grain de sodium qui flotte à la surface de l'eau est entouré par une couronne d'hydrogène. Ce n'est pas le sodium qui brûle, c'est l'hydrogène lui-même qui est produit au contact du sodium. Au contact du sodium et de l'eau. Quand c'est terminé, le sodium s'épuise et la réaction a produit de l'hydroxyde de sodium, NaOH, de l'hydrogène bien sûr. Na a pris la place d'un des atomes d'hydrogène dans la molécule d'eau. Elle a formé NaOH, puis NaOH est une base. Et c'est facile de s'en rendre compte, parce que les bases ont un caractère basique bien sûr, c'est-à-dire qu'elles bleuissent le bromothymol. Et j'ai ici un échantillon d'indicateur qui est le bromothymol, qui est orange à l'état dissous dans l'alcool ici, mais jaune en présence d'acide et bleu en présence de base. Si j'en verse un peu dans mon flacon, dans mon récipient, on voit très bien que la couleur bleue se répand un peu partout, ce qui indique la présence de base. NaOH est la base en question. Voilà, ici nous allons démontrer que le mélange hydrogène-oxygène, le mélange des deux gaz H2O2, est explosif. Il réagit pour former de l'eau, mais il y a plusieurs façons de le faire. Soit on le fait en apportant une flamme, en approchant une flamme du mélange gazeux, soit on le fait en utilisant un catalyseur, et c'est ce que je vais faire ici. Le catalyseur est un échantillon de platine déposé sur céramique, et je vais préparer un mélange hydrogène-oxygène et le mettre au contact de ce catalyseur. Pour préparer le mélange, je vais prendre une seringue en verre, dont on voit ici l'essentiel du fonctionnement, qui est gradué de 0 à 100 millilitres. Je vais mettre 2 fois plus d'hydrogène que d'oxygène. J'ai de l'hydrogène dans une bonbonne qui est située ici et de l'oxygène dans une bonbonne qui est située à l'arrière. Je vais commencer par mettre de l'hydrogène à l'intérieur de cette seringue. Voilà. Alors, j'introduis jusqu'à ce qu'il y ait 80. Il y a 80 millilitres. J'ajuste à 80. Et je vais rajouter de l'oxygène. Il faut que je l'apporte à l'arrière ici. Ainsi. Voilà. Il y a 120, un peu plus que 120 millilitres. Si maintenant, je prends ce mélange de gaz et que je l'envoie à l'aide de ce petit tube en caoutchouc, dans ce tuyau puis qui arrive sous cette plaque au-dessus de laquelle se trouve ce verre, c'est un verre en polystyrène, en plastique, j'injecte mon mélange de gaz. Quand ce sera fait, je le place aussitôt, il ne va pas rester longtemps, il va chasser l'air qui s'y trouve. Je vais le placer aussitôt sur une petite bille que j'extrais de ce flacon qui contient mon catalyseur. Cette bille, je la pose sur ce bouchon. Voilà, il y a un petit bouchon, un bouchon en liège. Alors allons-y. J'injecte mon mélange gazeux. Là, je le pose là-dessus et on attend.
Voilà, il devient... On a vu que le catalyseur est devenu incandescent et le mélange a explosé. Le petit flacon a été projeté en l'air. On le retrouve peut-être sous la table. Voilà. Il s'est formé de la vapeur d'eau, bien sûr, mais on ne le voit pas. Voilà, ici, j'aimerais démontrer que l'hydrogène brûle, on l'avait vu. Il explose lorsqu'il est mélangé à de l'air ou de l'oxygène, on l'a vu aussi. Mais j'aimerais démontrer maintenant qu'il peut très bien se passer les deux phénomènes l'un après l'autre. L'hydrogène brûle, puis explose. C'est ce que je vais te montrer avec cet appareil très simple qui est formé par une bouteille de PET, une bouteille qui avait contenu de l'eau autrefois, dont j'ai scié le bout, le fond, et que je vais remplir d'hydrogène. Pour le remplir d'hydrogène, je prends un tube qui est relié à une bonbonne d'hydrogène ici, et ce tube est équipé, comme on le voit, d'un bouchon qui est adapté aux dimensions de la bouteille. Et si je bouche le bouchon avec le tube d'arrivée d'hydrogène, et que j'enclenche l'arrivée de l'hydrogène, je remplis ma bouteille d'hydrogène. Comme il est léger, je vais m'assurer qu'il vient. Oui, il y a de l'hydrogène qui vient. Comme il est léger, il remplit le ballon, le bocal. On suppose qu'il est plein maintenant. C'est toujours difficile à dire. Imaginons qu'il est plein. Alors, j'arrête l'hydrogène, je déconnecte ici, et l'hydrogène sort par en haut. On s'en aperçoit parce qu'il brûle. Il y a une petite flamme jaune qui montre que l'hydrogène brûle. Mais il s'épuise. Petit à petit, l'hydrogène monte, comme il est léger, et l'air le remplace par en bas. Et après, on va assister à ce qu'on peut prévoir, c'est qu'au bout d'un certain temps, ce n'est plus l'hydrogène qui se trouve à l'intérieur, mais un mélange hydrogène-oxygène, lequel explose, comme ça va se produire dans un instant. Et voilà. Ici, nous allons montrer une réaction entre le chlorate de potassium et le soufre, qui est une réaction quelque peu dangereuse. Ce mélange explose au choc. Donc, si on le fait en laboratoire, comme je vais le faire ici, il faut prendre ces deux poudres, le chlorate de potassium et le soufre, mais ne pas les mélanger de manière à ce qu'il y ait un choc. La façon la plus simple de le faire, comme je vais le faire ici, c'est de prendre dans une petite capsule, comme cette capsule en porcelaine, un peu, sans avoir besoin de mesurer précisément combien, un peu de chlorate de potassium et un peu de soufre. Ainsi, une quantité grosso modo égale, même si ce n'est pas la même quantité, ce n'est pas très important, et puis de le mélanger à la main, avec le pouce, comme ça. On part de l'idée, au bout d'une minute ou deux que le mélange est fait, on en prend un peu et on en verse, on en a bien sûr un peu sur les doigts, c'est pas grave, on en verse un peu sur un pavé, j'ai apporté ici un pavé sur un petit support en feutre pour éviter les chocs accidentels. Je le pose ici, ce pavé c'est un simple morceau d'un gros caillou. Si je verse un peu de ma poudre sur ce pavé et que je prends un marteau, un petit marteau, quand on tape dessus, le contact brutal du chlorate et du soufre produit une détonation. Ah voilà, cette fois c'est bien joué. On a entendu une détonation assez nette qui prouve que la réaction a fonctionné. La réaction, c'est KClO3
il perd son oxygène, devient KCl, cet oxygène passe sur le soufre qui devient SO2, et on se rend compte aussi de l'existence de cette réaction parce que le soufre SO2, le soufre forme SO2, a une odeur de soufre brûlé qui est un peu désagréable. Voilà. Pour se débarrasser du reste, il ne faut pas le jeter sans autre, on peut le brûler, l'enflammer. C'est ce que je vais faire maintenant pour détruire cette matière. Pour ça, il faut un trépied et un treillis, une flamme. On enflamme comme ça. On met la capsule avec le chloratel soufre ainsi et on chauffe. Il arrivera un moment où le chloratel soufre brûle, s'enflamme. Il faut un moment. Et il brûle là, tout simplement, sans difficulté. Voilà. Et voilà. C'est fini. Voilà, ici, j'aimerais effectuer une opération chimique qui est très sensible, qui forme un produit très sensible au toucher. C'est celui qui se forme lorsqu'on fait réagir l'ammoniac, NH3, en solution dans ce flacon, avec le iode, qui est un solide noir, dans ce flacon. Si je prends un peu de ce iode à l'aide d'une spatule, comme je le fais maintenant, pas besoin d'en prendre beaucoup, un peu ainsi, là, d'une part, et que je mette de l'ammoniac dessus, une solution concentrée d'ammoniac, qui ne sent pas toujours très bon, ainsi. Voilà, a priori, on ne voit et on ne sent rien. Mais il s'effectue une réaction qui conduit à la formation de ce qu'on appelle le iodure d'azote Ni3. Cette réaction n'est pas très rapide parce que le contact entre le iode solide et n'importe quelle solution n'est pas très bon. Mais il se produit et il faudra attendre 5 minutes pour qu'elle soit considérée comme complète. Voilà, 5 minutes se sont écoulées. On peut considérer que la réaction s'est faite et on va récupérer le iodure d'azote en filtrant, tout simplement comme n'importe quel autre précipité qu'on obtient en chimie analytique. Je prends donc un papier filtre que je plie en 4. Et que je mouille un petit peu pour qu'il adhère sur l'intérieur de l'entonnoir, et je vais filtrer le liquide qui est obtenu ici. Et voilà. Il faut attendre maintenant que la filtration se fasse, ça dure un certain temps. Oui, comme j'ai pris un peu trop d'eau pour rincer le tube précédent, je vais soulever l'entonnoir dans le tube qui se remplit et le mettre sur un autre tube, celui-ci, pour la fin de la filtration. Voilà, la filtration tire à sa fin. J'ai dans mon entonnoir un papier filtre qui contient du iodure d'azote. Je vais le récolter sur ce treillis posé sur un trépied, tout simplement en le prélevant comme ça, en ouvrant le papier filtre qui est en forme de cône. Ainsi, là, et en le déposant sur des papiers filtres qui sont là pour pomper l'humidité. Voilà. Mon iodure d'azote est ici.
il a la propriété singulière de détonner dès qu'il est sec. Ce qui fait que si je le touche maintenant, avec une petite spatule comme ça, il ne détonne pas. Mais dès qu'il sera sec, c'est-à-dire dans un quart d'heure, demi-heure, peut-être plus, il détonnera au moindre contact. Pour gagner du temps, je vais prélever un peu de ce iodure d'azote humide et le poser sur la feuille de papier qui est là. Alors essayons de tester si le iode d'azote est sec, celui qui est déposé sur le papier qui est là. Et voilà. Avec dégagement de iode, on voit cette vapeur violette, c'est du iode. Maintenant, nous allons montrer une opération de nitration, la nitration de la glycérine. J'ai ici un petit flacon qui contient de la glycérine, extrait donc de la saponification des huiles, et je vais la traiter par de l'acide nitrique. Je vais prélever un peu dans un tube essai, un peu d'acide nitrique. La quantité exacte n'a pas besoin d'être connue avec précision. Et puis je vais prendre le double, il faut beaucoup d'acide sulfurique pour faire cette opération. Le double aussi à l'œil d'acide sulfurique. Comme on voit, il est un peu bruni par quelques impuretés, sans grande importance ici. Voilà, j'estime que j'ai pris grosso modo le double. On verse l'acide sulfurique dans l'acide nitrique et l'acide sulfurique s'empare de l'eau. Pour bien faire le mélange, on peut verser aller-retour une ou deux fois. Mais l'opération chauffe, on voit que la température s'élève parce qu'il s'échappe des petites fumées, des vapeurs. Il faut donc refroidir ce mélange si on veut l'utiliser. Pour refroidir, rien de tel que la glace. J'ai ici un peu de glace que je vais mettre, ou comme ça, dans ce récipient, comme ça, qui va servir de moyen réfrigérant. Je verse mon acide nitrique mélangé à l'acide sulfurique dans ce flacon et on attend que la température veuille bien descendre en dessous de 10 degrés. Voilà, 1 minute plus tard, le mélange d'acide nitrique et d'acide sulfurique est suffisamment froid pour qu'on puisse y mettre de la glycérine. Je m'empare du petit flacon qui contient de la glycérine, qui est un liquide visqueux, et que je peux prendre goutte à goutte grâce à ce compte-gouttes. Je vais préparer 10 gouttes, mais en 2 fois. D'abord 5 gouttes, puis 5 gouttes. Alors, je vais mettre, je compte, 1, 2, 3, 4, 5. 5 gouttes. La solution se trouble, ce qui prouve que la réaction est faite, mais elle ne se trouble que dans la partie superficielle. Pour que la réaction se fasse, y compris dans l'acide qui est au fond, on a intérêt à transvaser 1 ou 2 fois, comme ça, le mélange en transformation. La réaction se produit, mais elle dégage de la chaleur, comme on le voit. Donc je vais le laisser encore quelques minutes dans la glace. Voilà, 5 minutes se sont écoulées. On peut procéder à la deuxième addition de 5 gouttes de glycérine. Un, 2, 3, 4, 5. 5 gouttes de glycérine qui se
mélange et réagit avec l'acide nitrique et sulfurique, mais il ne réagit pas bien. Pour être sûr, on fait 1 ou 2 fois aller-retour de la même façon. Et à nouveau, on attend 5 minutes que la triple nitration se termine. Voilà, 10 minutes se sont écoulées depuis le début de cette nitration. Alors, si je verse directement la glace, mon mélange d'acide nitrique sulfurique et de nitroglycérine dans le liquide qui a servi de mélange réfrigérant, ça ira très bien. La réaction d'acide sulfurique fera fondre la glace. C'est ce qui va se passer maintenant. Je le verse directement dedans. Voilà. Et j'utilise le petit cube comme agitateur. On voit que la glace se met à fondre, mais pas complètement. Voilà, il y a un peu l'équivalent des 10 gouttes de glycérine qui s'accumulent au fond sous forme d'une huile, c'est la nitroglycérine. Il va falloir maintenant la séparer. J'ai apporté à cet effet un entonnoir, un papier filtre. Voilà, si je mets mon papier filtre plié dans cet entonnoir, je vais pouvoir y verser le mélange d'eau, d'acide et la nitroglycérine. Voilà, on fait ainsi. Pour l'instant, il y a surtout de la glace qui passe. La filtration est terminée. Nous avons là, dans cet entonnoir un peu de nitroglycérine au fond. Je vais en prélever une toute petite quantité, mais vraiment une petite quantité afin que ça ne présente pas de danger. La petite quantité, c'est celle qu'on a en prenant un capillaire. J'ai ici quelques capillaires préparés à cet effet. Un capillaire, c'est un petit tube, un tube de verre qui est prévu pour... on dirait que c'est une petite baguette, mais c'est un tube, il y a un trou à l'intérieur. Il est prévu pour qu'on puisse prélever jusqu'à la marque ici 10 microlitres. Alors allons-y, je vais prendre un peu de nitroglycérine là au fond. Si je la fixe dans ce bâti et que j'allume la flamme du bec de gaz, voilà, j'ai le temps de la mettre dessous et de me retirer. Ça produit un petit bruit qui fait éclater le tube. Voilà, comme ça. Apparemment, l'explosion a eu lieu, on l'entend, c'est pas dangereux, et il reste rien du tube. Donc vous avez peut-être vu que non seulement il s'est éclaté, mais il a été projeté dans l'espace. Reste la dernière partie, se débarrasser du reste de nitroglycérine qui n'a pas été utilisé et qui reste au fond de cet entonnoir. La façon la plus simple, c'est de la brûler. Elle brûle sans trop d'effet pyrotechnique d'habitude si on l'enflamme depuis dessus avec un bec de gaz. C'est ce que je vais faire ici. Il faut d'abord que le papier mouillé se sèche, puis après la nitroglycérine s'enflamme. Voilà, le papier commence à brûler. Voilà, elle s'enflamme. Mal, mais elle s'enflamme. Elle n'a pas fini, presque, mais c'est pas fini. Voilà, je crois que c'est... Après, il n'y a plus que du papier.